Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel live. Aujourd'hui, je reçois Bruno Mendes. Vous êtes nombreux autour de nous chez Go Entrepreneur. Si vous n'êtes pas déjà au stand, vous pouvez toujours nous rejoindre. Et pour ceux qui nous suivent en ligne, il est toujours temps de sauter dans le métro et de nous rejoindre sur le salon Go Entrepreneur. Aujourd'hui, je reçois Bruno, dont la force est l'innovation. On va parler d'innovation, mais vous inquiétez pas, rien de technique. Bruno, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Bien sûr, bonjour à tous. Donc moi c'est Bruno Mendes da Silva, j'ai 32 ans, bientôt 33, j'aime bien le rappeler parce que j'ai... 32 ans et demi, comme les enfants. C'est ça, exactement. Je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle X Technologies. Je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans maintenant. Et l'une de mes thématiques préférées, c'est l'innovation. C'est quelque chose en quoi je crois beaucoup. Et je suis ravi d'être ici pour en parler. J'ai vu que tu étais brandé. Est-ce qu'on peut voir un peu ton blouson ? Alors, à l'occasion des 4 ans de la société, ouais. On a fait 2 choses. Donc, ce premier blouson, avec un grand H qui reprend le H de X Technologies, un petit patch ici qui reprend un peu les thématiques sur lesquelles on travaille, donc la mobilité, la ville intelligente et le développement durable avec la Terre. Et Waouh. Ah, regardez, alors là je me suis dit, je peux pas oublier le nom de la boîte de Bruno. Hein. Un super écusson. Et la deuxième chose qu'on a faite, c'est une paire de Jordan édition limitée pour tous les salariés aux couleurs de X Technologies. On a choisi les matériaux, le cuir et avec en prime une semelle translucide où en dessous il y a marqué notre technologie qui est la Smart Data. Voilà. Une paire de Jordan au nom du coup de ta société. Est-ce que tu réconcilies pas tes deux amours ? Exactement. Donc moi j'ai eu la chance de faire du basket quand j'étais plus jeune. J'en ai fait beaucoup, je suis allé en centre de formation. Malheureusement, je n'étais pas assez bon. Blessure au genou. Est-ce que c'est la fameuse blessure au genou ? Voilà. Non, c'est une blessure au dos. Mais non, je rigole. J'ai pas forcément eu l'opportunité de pouvoir passer professionnel. Donc bon, je n'étais pas mauvais à l'école, donc je me suis dit que j'allais continuer mes études et ça m'a plutôt bien réussi. Donc je suis content d'avoir fait ce choix-là. Et c'est quoi les études que tu as suivies alors ? C'est quoi ton école d'entrepreneuriat à toi ? Alors, si on parle d'école d'entrepreneuriat, je parlais plus de l'école de la vie. Hein. Je pense que c'est dans le monde réel, entre guillemets, ou professionnel qu'on apprend le plus. Mais sinon, en tant qu'étude, j'ai fait une école de commerce. J'ai été à l'ESSEC, à Cergy. Je ne sais pas si les gens connaissent, mais voilà. Ça dit oui, là. Et dites-nous aussi dans le chat, hein, mais là, ça a l'air plutôt connu. Ouais, et j'ai eu la chance de compléter, dans le cadre de mes études, de faire un échange universitaire en Chine, à Shanghai, pendant 6 mois où j'étais dans une école de commerce locale. Tu as fait beaucoup la fête. Voilà, et j'ai fait beaucoup la fête et j'ai été élu Undergraduate Student of the Year. Voilà. Donc tu étais assez populaire. Ouais. J'aime bien demander aux entrepreneurs l'enfant ou l'adolescent qu'ils ont été. Avant toi, j'avais Fatou qui nous a raconté, moi en fait j'ai fait la gueule jusqu'à mes 12 ans et du coup après j'ai eu un déclic et je suis devenue la personne la plus heureuse de la Terre. Toi, tu étais quel type d'enfant ou d'ado ? Alors moi j'étais un enfant très curieux, très curieux. Et une chose qui a exacerbé cette curiosité, c'est que quand on était jeune, on habitait à côté de la bibliothèque municipale et mon père nous forçait, moi et mes frères, à aller chercher 3 livres toutes les semaines. Donc tous les mercredis, on allait à la bibliothèque, on devait prendre un livre, arriver, lui faire le résumé, etc. Le lire et la semaine d'après faire le résumé. Sauf qu'au début, on prend des Spirou, des Tom Tom et Nana, des Petits Nicolas. Et en fait, au bout de quelques années, en fait, on prend des vrais livres. Et moi, je me suis découvert une passion pour les romans, les biographies, etc. Donc après, mes frères, ils ont lâché l'affaire, ils faisaient que de mentir à mon père. Ils relisaient les mêmes livres. Ils lisaient les livres à l'envers, voilà. On l'a tous fait, tu sais, tes parents, ils arrivent. Et moi, j'ai choisi de rester dans ça, donc ça m'a vraiment aidé, en tout cas. Et c'est ce qui m'a aidé à faire une première littéraire et une terminale littéraire aussi. Et voilà, donc j'ai un grand côté humaniste, lecteur, etc., qui, je pense, sert beaucoup aussi dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a un côté aussi assez philosophique dans la vision qu'on veut avoir du monde de demain. Donc voilà. C'est marrant que tu nous dises que tu as fait un bac L, parce que souvent, moi aussi j'ai fait un bac L, donc je vais me permettre qu'on ait un peu d'autodérision. Souvent j'appelle ça le bac lecture.
parce qu'il est tellement dévalué le bac L et on Ouais. te dit si tu fais bac L, tu vas être saltimbanque en fait, il n'y a pas de métier. Et en fait, je me rends compte que les littéraires, ils sont partout autour de nous, l'art de manier les mots, l'art de discourir, l'art de connecter avec les gens. Bah, en fait, toi, ça te porte même dans un projet qui aujourd'hui est plutôt orienté tech. Ouais, bah, moi je suis un exemple parfait de formation littéraire au lycée, formation, on va dire, économique et commerciale en études supérieures, et j'ai monté une boîte de tech, donc rien à voir. Et je pense que bah, déjà ça prouve une chose, c'est que en fait on apprend constamment. On apprend, moi j'ai appris quand j'étais plus jeune et que je lisais sur mon temps libre, j'ai appris quand j'étais en terminale littéraire, j'ai appris quand j'étais en école de commerce, et bien évidemment dans la vie professionnelle j'apprends aussi. Donc voilà, pour moi la vie c'est un apprentissage au quotidien. Et c'est quand on arrête d'apprendre que ça devient compliqué. Mais si on est toujours en train d'apprendre, je pense que les opportunités sont toujours saisissables. C'est quoi qui nourrit ta curiosité? C'est marrant parce que chaque invité, à chaque fois qu'il a une force, là en l'occurrence c'est l'innovation, la première qualité qui transparaît, bah, c'est la curiosité. On s'y attendait un peu. Comment est-ce que tu nourris cette curiosité? Parce que être curieux, c'est une chose, mais au quotidien, être tout le temps créatif, avoir tout le temps des idées, on voit que tu as un côté un peu slasher. Comment est-ce que tu gères ça? C'est pas facile parce que en fait, le monde professionnel requiert une grande rigueur d'organisation et de parfois ne pas forcément sortir des sentiers battus parce qu'on a besoin d'aller au bout. Et c'est vrai qu'être curieux, parfois, c'est remettre en cause pas mal de choses parce qu'on découvre des choses et on se pose la question, est-ce que justement, ça vaut pas le coup de changer des choses, d'amender, etc. Et du coup, je pense que c'est très bien d'être curieux, en tout cas dans une aventure entrepreneuriale très très tôt. Mais au fur et à mesure où l'entreprise et le projet se structurent, se concrétisent, je pense qu'il faut enlever un peu de curiosité et ramener beaucoup de pragmatisme parce que là, c'est la répétition qui va faire en sorte que ça va marcher, ça va passer à l'échelle, etc. Parfois, ça joue un peu contre mon naturel, mais c'est pour le meilleur. Je pense que c'est une autre chose, je pense que la contrainte, c'est très bien. Ça aide à avancer. Donc, je ne peux pas être curieux en toutes circonstances. Je ne peux pas tout le temps vouloir savoir ce qui se passe. Il y a des moments où il faut rester concentré et avancer. Donc voilà. Donc la rigueur, c'est vrai que c'est le versant de la médaille dans l'entrepreneuriat. On voit toujours la partie être ton propre patron, gagner ta liberté. Mais derrière, bah, tu es contraint. Et tu l'as dit ce mot-là. C'est quoi aujourd'hui pour toi les contraintes du métier d'entrepreneur? À part la rigueur, dis-nous tout. À quoi il faut se préparer? Alors, pour moi, il y a deux choses. Donc, il y a l'entrepreneuriat et il y a l'entrepreneur et le chef d'entreprise. L'entrepreneur, c'est celui qui va insuffler la vision, qui va avoir l'énergie, donc c'est vraiment la personne qui, quand ça va être difficile, va trouver les solutions, va porter, on va dire, une espèce d'idée de comment on voit le futur de demain, enfin le futur, etc. Et il y a le chef d'entreprise qui, lui, va être plus opérationnel et qui va contraindre l'entrepreneur, entre guillemets. Donc c'est un peu schizophrénique parce qu'on a besoin des deux personnalités pour avancer. Donc il y a des gens qui ont un côté un peu plus exacerbé que d'autres. Hein. Par exemple, on va prendre Elon Musk, c'est quelqu'un de très entrepreneur. Ouais. Et on va prendre Bernard Arnault, c'est quelqu'un de très chef d'entreprise qui va, entre guillemets... Donc les deux, au final, ils réussissent très bien. Mais je pense que la vérité se trouve entre les deux. Et justement, l'un contraint l'autre, mais du coup, la contrainte, c'est pour le bon fonctionnement du projet, de l'entreprise. Donc voilà, donc moi, j'ai cette contrainte de avoir le mode de gestion d'un chef d'entreprise qui parfois va dire non, parfois va limiter, parfois va vouloir optimiser, etc. Donc là où l'entrepreneur va vouloir toujours aller plus loin, etc. etc. Donc l'innovation, c'est pas tellement être un cheval fou, c'est aussi accepter la contrainte et poser un cadre, des limites. Là, un petit sondage à main levée. Vous qui nous écoutez, d'ailleurs, merci d'être ici et d'écouter cette interview. Est-ce que vous êtes plutôt entrepreneur ou chef d'entreprise? Plutôt entrepreneur, levez la main. Premier portrait, ok. Oh là, normalement, c'est toujours un peu comme ça. Et plutôt chef d'entreprise?
On a une majorité écrasante d'entrepreneurs. d'entrepreneurs. Bah oui, et je pense que aussi les chiens font pas des chats. Je pense que tu as attiré aussi ces profils-là parce que l'innovation, effectivement, en général, on voit le côté très sexy de putain, je sors des projets de sous terre. Toi, tu as fait vraiment des boîtes qui avaient pas trop de liens les unes avec les autres, à part la tech. Mais du coup, tu as bossé dans la mobilité aussi. Exactement. Ça a été quoi les déclics de tes différentes boîtes? Est-ce que c'est des rencontres? Est-ce que c'est des lectures? Est-ce que c'est des hasards? Alors moi, en tout cas, si je repars à la racine de ma volonté d'entreprendre, c'est vraiment sortir de ma condition sociale. C'est-à-dire que moi, je suis issu d'une famille d'immigrés, très modeste. Donc, quand on grandit dans ces conditions-là et qu'on voit des choses à la télé, au cinéma ou certaines représentations, on a envie de réussir. Donc moi, c'est ça qui m'a vraiment poussé à me dire peut-être que si j'ai envie de réussir plus que ce que mes parents pensent, il faut que je prenne mon destin en main. Voilà, donc c'est aussi l'inspiration que j'ai eue des lectures, etc. Tu voulais ta paire de Jordan avec ton logo. Exactement. Et du coup, c'est vraiment ça le moteur, on va dire, de ma volonté d'entreprendre. Ensuite, quand on passe ce cap et qu'on choisit quel type d'entrepreneur et quel type d'entrepreneuriat on veut faire, l'entrepreneur, c'est un grand vase où on met beaucoup de choses. Dans les entrepreneurs, il y a des artisans, il y a des commerçants, il y a des professions libérales et il y a des gens qui veulent faire de l'innovation, il y a des gens qui veulent faire du conseil. Donc, c'est pas forcément... l'entrepreneur, c'est pas forcément un start-upper. Et je compatis pour toutes les personnes qui se sentent aussi un peu laissées pour compte dans une nation où en fait on va dire tout le temps que l'entrepreneuriat c'est forcément lever de l'argent, forcément faire de l'intelligence artificielle, alors que non, c'est pas du tout le cas. Mais moi pour le coup c'était vraiment l'innovation parce que moi je suis un littéraire. Et, un saltimbanque. Voilà. Et il y a Lavoisier qui disait rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà. Donc, en gros, pour moi, l'innovation, c'est vraiment des itérations qu'on va faire en fonction de problématiques. On va créer quelque chose, on va avoir quelque chose, on va voir ses limites, on va voir les problématiques, on va essayer de l'améliorer. Et c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui on a réussi à avoir une société où on a développé de plus en plus certaines choses. Et je pense que certaines personnes se trompent parfois en pensant que l'innovation c'est créer. Et du coup ils se disent j'ai pas l'idée révolutionnaire. Il n'y a pas besoin d'avoir une idée. Il faut trouver quelque chose qui nous plaît, un secteur qui nous plaît, une problématique dans ce secteur-là et savoir comment on peut apporter de l'innovation, de la nouveauté, dans le fonctionnement, dans le service, dans la technologie, etc. Donc voilà, moi c'est vraiment ça qui m'anime, c'est voir le monde dans lequel on vit et de se dire qu'on peut apporter des nouvelles choses. Parce qu'au final, à un moment donné, on va le quitter et on a envie de laisser une petite trace en disant que voilà, on a contribué en fait à l'amélioration de quelque chose. Donc moi c'est comme ça que je l'ai vu et c'est ce qui m'a poussé justement à me lancer dans ce créneau-là de l'entrepreneuriat. Transformer. C'est marrant parce que quand j'ai préparé l'interview de Bruno, c'était très tech, évidemment. C'est des projets pointus. Il travaille. Est-ce que tu peux... On n'a pas parlé de X. Ouais, parce qu'après, je vous prépare une petite surprise. En fait, j'ai senti parfois, je sens des énergies. J'ai un côté un peu connecté à l'au-delà qui peut faire flipper, mais vous allez voir, ça fait surtout marrer. Et en fait, je t'ai préparé les questions de Tim Ferriss dans la tribu des mentors. Ok. Et ça peut paraître bizarre parce que je t'ai fait un truc très littéraire et j'ai dû sentir quelque part que tu avais un profil littéraire alors que quand on lit ton profil, on ne peut pas du tout le présager. Ouais. Mais avant ça, j'aimerais pour ceux qui nous écoutent et pour Rémi aussi de la CCI qui nous a donné un brief très précis, que tu nous pitches ce que vous faites aujourd'hui chez X. Alors, chez X Technologies, on a développé une solution logicielle qui va permettre à toutes les organisations qui travaillent sur des intelligences artificielles et plus précisément sur des systèmes autonomes de pouvoir améliorer leur système avec ce qu'on appelle de la smart data. Aujourd'hui, on a un concept que tout le monde connaît qui s'appelle le big data où en fait on réunit toutes les données et parce qu'on a toutes les données, on se dit on a forcément les bonnes données dedans. La problématique, c'est que big data, ça veut dire beaucoup, donc beaucoup de données, beaucoup de dépenses, beaucoup de temps. Beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion, beaucoup de mauvaises données aussi, qu'on ne va pas forcément utiliser. Et nous, on a envie avec
on va dire, une nouvelle approche de proposer ce qu'on appelle donc de la smart data, c'est-à-dire capturer à la création les données pertinentes en fonction de paramètres ou de défaillances d'une intelligence artificielle. Donc typiquement, je vais donner un exemple. Je crée une intelligence artificielle qui va détecter des piétons. Okay. Voilà, parce que je développe un système de véhicules autonomes. Très pratique pour ceux qui traversent à la parisienne, le nez en l'air comme moi. Exactement. Et ça, c'est bien, je vais reprendre cette situation-là. Donc l'intelligence artificielle, c'est comme un cerveau humain. En fait, on va faire un set. Nous, on apprend des connaissances et ensuite on restitue. C'est là qu'on détermine si on est intelligent ou pas. Une intelligence artificielle, c'est pareil, il va avoir besoin de données. On appelle ça des jeux de données en anglais des datasets. Avec ces jeux de données, on va faire ce qu'on appelle des modèles. Et ces modèles-là, on va les entraîner pour reconnaître des piétons. Donc je vais constituer un jeu de données avec des images de piétons. Et ensuite, je vais mettre ça dans un modèle. Donc un modèle, c'est des paramètres qui vont, entre guillemets, repasser plusieurs fois l'image pour la reconnaître. Et ensuite, je vais tester. Je vais déployer ce modèle-là et je vais voir si je mets un piéton au hasard, est-ce qu'il va le reconnaître? Et peut-être que s'il reconnaît le piéton, je vais mettre le piéton dans différentes situations. En train de traverser, au téléphone, caché à moitié. Ouais. Il y a des attributs en commun, en fait, tout le temps. Genre, par exemple, il a 2 jambes, 2 bras. Il y a des trucs qui divergent, genre un chapeau, pas de chapeau. Des gens qui sont en fauteuil roulant. Voilà. Ouais. Si aujourd'hui vous avez des gens en fauteuil roulant et que vous n'avez pas entraîné l'intelligence à les reconnaître, en fait, il va juste se dire je ne reconnais pas, ça. Donc voilà. Le problème, c'est que quand vous allez capter des données pour créer vos datasets, donc vos jeux de données, vous allez avoir un flux entrant de données qui est vraiment massif. Et du coup, pour arriver à un moment donné, détecter les données qui vont permettre d'améliorer l'intelligence sur le temps, parce que plus on collecte, plus on améliore la courbe, mais à un moment donné, les situations qu'on va aller chercher pour améliorer l'intelligence deviennent de plus en plus complexes. Je vais prendre un exemple tout simple. Quand vous apprenez une langue, vous allez apprendre le japonais ou l'allemand. Au début, vous allez apprendre « je m'appelle Bruno, j'ai envie de faire ça, j'aimerais manger ça ». Ensuite, vous allez vous retrouver dans des conversations où là, savoir dire dessous de table, c'est compliqué. Et du coup, c'est à travers beaucoup de conversations qu'on va commencer à découvrir des mots qu'on n'apprend pas forcément quand on apprend une langue. Et c'est là, on va dire, qu'on peut devenir bilingue. Donc pour l'intelligence artificielle, c'est pareil. Il y a des situations auxquelles on n'a peut-être pas pensé, parce que quand j'apprends le japonais, je ne pense pas apprendre dessous de table. Non, parce que je n'ai pas rencontré la situation où j'ai besoin de dire dessous de table. Donc là, je vais avoir besoin de capturer des données par rapport à ces situations-là pour améliorer les derniers pourcentages de mon intelligence artificielle. Pourquoi 99% même c'est pas de performance, c'est pas forcément fiable? C'est parce que si par exemple j'ai un véhicule qui est fiable à 99%, que je rencontre tous les piétons de la Terre, ça veut dire que je vais tuer 1% des piétons que je rencontre. Si on fait ça sur 1 milliard, ça fait beaucoup de piétons. Donc même 99%, c'est pas assez, il faut vraiment aller à ce qu'on appelle 10-7, c'est vraiment 99,9999999 pour avoir tué le moins de personnes possible, par exemple, si on... Les piétons parisiens. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment une solution qui, d'un point de vue opérationnel, va implémenter ce qu'on appelle un workflow, donc une manière de faire qui va récupérer les données. Et d'un point de vue innovation, c'est vraiment une nouvelle manière de savoir comment on va collecter des données pertinentes pour améliorer l'intelligence artificielle à la marge. Voilà. Et tu vas travailler du coup avec des Tesla par exemple, tu travailles avec des constructeurs automobiles. Si Elon Musk m'écoute, je veux bien travailler avec vous. Voilà, si vous m'écoutez. Tu l'as cité tout à l'heure. Voilà, c'est pas retransmis sur Twitter. Non. On n'a pas le droit, on n'a pas le blue, le checkmark vérifié. Non, on va travailler. On a beaucoup commencé sur la mobilité. Avec des constructeurs, des fournisseurs de rang 1 qui vont fournir des technologies aux constructeurs automobiles. Et en gros, nous, on va les aider justement à créer cette intelligence à travers cet outil qui va capter les bonnes données, on va dire, sur la durée. Voilà. Après, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large. Je pense que vous avez tous entendu parler de ChatGPT. Non, jamais, c'est quoi? ChatGPT.
qui est une intelligence artificielle qui a, je pense, la plus grande base de données d'apprentissage et sur laquelle en fait, on peut poser n'importe quelle question. Donc voilà, sur ce type de technologie-là, nous on va définir des paramètres beaucoup plus précis que le piéton il fait quoi pour améliorer l'intelligence. Par exemple, typiquement, vous posez la question à ChatGPT, qui est le champion du monde? Le 17 décembre, il va vous dire la France, parce que la finale elle n'a pas encore eu lieu, mais le 18 décembre 2022, le champion du monde c'est l'Argentine. Comment vous faites en sorte que dans la base de données ça se met à jour? Donc en fait il faut développer avec une solution comme la nôtre par exemple, un moyen d'aller chercher les données pour lui dire en fait le champion du monde il a changé, c'est plus la France, parce que le modèle il peut pas rester statique. Donc voilà. Donc c'est vraiment améliorer en continu les intelligences artificielles avec des flux de données qui vont venir faire ça. Ce qu'on appelle le machine learning Exactement. dans le jargon, ou ML pour les plus avertis d'entre vous. Exactement. Effectivement, ça va être l'année de l'IA, hein, donc il faut absolument passer les fameuses 6 heures à se documenter. Une fois que vous avez passé 6 heures à vous documenter, c'est fait. Et puis à vie, vous pouvez tenir des conversations avec Bruno à la machine à café. Avant de prendre vos questions, merci déjà d'être ici. Je vois que vous êtes nombreux autour de nous sur le salon. Et puis, vous êtes là aussi en ligne. On va prendre vos questions. Mais avant ça, moi, j'avais prévu un petit quiz un peu littéraire. Combien d'entre vous connaissent la tribu des mentors de Tim Ferriss? Oula. Toi non plus, tu connais pas? Non. C'est un peu ma bible dans l'entrepreneuriat. En fait, Tim Ferriss, il a créé 11 questions. Alors, je vais pas te poser les 11, Bruno, mais il a créé 11 questions qui posent à des personnalités hyper, justement, innovantes dans leur secteur. Alors, il y a des artistes, tu l'as dit, il y a des artisans, mais des grosses célébrités. Je me demande s'il n'y a pas Elon Musk dans le bouquin. Ça s'appelle La tribu des mentors. Et c'est un bouquin qui fait environ 160 pages, qui est incroyablissime. Et il pose des questions qui amènent des réponses vraiment inattendues, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Il y en a une que j'adore. Tu nous as parlé de livres tout à l'heure. Peut-être tu vas nous répondre à un livre. En tout cas, je voulais te demander, c'est quoi l'achat à moins de 100 € qui a changé ta vie? Et on peut lui laisser le temps de réfléchir. Et en même temps, posez-vous la question à vous. Et je trouve que c'est une trop bonne question à se poser. L'achat à moins de 100 € qui a changé ma vie. Ouais. Et tu as le droit de répondre une blague. Hein. Là, on a eu du jus de cerveau, on a eu tout ce qu'il fallait. Tu peux répondre une blague. Ça peut être un truc pas en lien avec ton métier, mais un truc pour nous inspirer. Alors moi, il y a un truc, donc c'est avec un bouquin, parce que 100 € c'est assez limité. Hein. Je peux pas mettre iPhone dedans. T'es snob. Le nouvel iPhone. Non, je pense que c'est le Guerrier de la Lumière de Paulo Coelho qui a vraiment changé ma vie. C'est une fiction. Ouais. T'aimes les romans? Enfin, c'est un livre assez philosophique quand même sur l'état d'esprit qu'il faut avoir et je pense que moi je suis quelqu'un qui croit beaucoup en fait au fait que l'état d'esprit fait beaucoup, c'est-à-dire le mindset comme on dit en anglais fait beaucoup face à un problème, face à une situation, face à une opportunité, comment on réagit, quel est notre état d'esprit par rapport à ça. Et moi, ça m'a permis de relativiser beaucoup parce que j'ai lu ce livre après une première aventure entrepreneuriale où j'ai eu vraiment les montagnes russes et ça m'a vraiment permis de relativiser sur pas mal de choses et voilà. Et prendre du recul. Ouais. Ok, tu peux nous redonner le titre du livre ? Le Guerrier de la Lumière. Le Guerrier de la Lumière de Paulo Coelho, pour ceux qui veulent s'inspirer. Deuxième question, inspiration. Là, Bruno, il s'est dit qu'est-ce qu'elle va encore me demander. Si tu avais un panneau d'affichage géant dans un lieu à très fort trafic, qu'est-ce que tu inscrirais comme message ? J'inscrirais ma citation préférée, René Char. Alors, j'ai un poste à chance, va vers ton risque, serre ton bonheur, à te regarder, ils s'y habitueront. Voilà. Superbe leçon de vie. c'est un poste à chance, va vers ton risque,
Sers ton bonheur à te regarder, ils s'y habitueront. Mais oui, moi je l'ai entendu plein de fois cette phrase et je vous vois aussi là hocher la tête. Ouais. C'est une très belle phrase de conclusion. On va passer aux questions-réponses. C'est étonnant à quel point on sent que tu croises, tu as un peu le côté multipotentiel, tu croises les disciplines, tu croises les centres d'intérêt. La curiosité, c'était ta deuxième force. Et félicitations à toi Bruno, tu nous as beaucoup inspiré aujourd'hui. Est-ce qu'autour de nous, vous avez des questions pour Bruno ? Pas trop compliqué. Hein. Non, pas une question de Tim Ferriss, pitié. Il marche. Bonjour Bruno, j'ai une petite question à te poser, puisque tu as l'air d'être un serial entrepreneur. Bon là on parle des réussites, hein, mais je vais peut-être savoir un petit peu, si tu peux peut-être nous raconter les challenges que tu as eus lorsque tu étais, je sais pas, en Chine, lorsque tu as monté ta boîte, juste peut-être comprendre un petit peu ce qui s'est passé un petit peu dans ton parcours lorsque tu créais tes boîtes. C'est tout. Voilà, donc les challenges. Ouais. Ok. Moi, j'ai, on va dire, 2 vies entrepreneuriales. Donc, j'ai vécu 2 types de challenges différents. Donc, le premier challenge, c'est l'inexpérience. C'est-à-dire que quand on se lance... moi, j'ai pas eu le challenge de me lancer parce que comme j'ai fait du sport de haut niveau quand j'étais plus jeune, j'ai jamais eu de problème d'appréhension, de confiance. Comme j'ai déjà beaucoup travaillé, j'avais déjà beaucoup travaillé dans le sport. En fait, travailler, prendre des initiatives, foncer, ça ne me faisait pas forcément peur. Donc se lancer, moi, ça n'a pas forcément été un challenge. Le challenge, ça a été vraiment de savoir comment on construit un business. Parce que quand on va à l'école, on nous apprend beaucoup de concepts économiques, marketing, etc. Mais créer un business, c'est d'abord aller à la chambre de commerce, immatriculer sa société. La rigueur. Alors donc déjà, ça c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Remplir un CERFA, savoir choisir son capital de départ, qui sont ses associés, quelle est notre imposition, est-ce qu'on va être imposé comme ci, comme ça, notre régime de TVA. C'est des questions quand même assez pragmatiques qu'on va vous poser, on va nous demander de répondre alors qu'on n'a pas forcément appris de choses de ça. Donc le premier challenge, c'était ça. Après, la suite, c'était comment dépenser son le capital de départ. Moi, je l'ai dépensé n'importe comment au début. Ma première boîte, c'était de la location de voitures électriques. C'était en 2012-2013. Donc vous imaginez, c'était à 10 ans. Les gens, ils n'étaient pas forcément enthousiastes à l'idée d'avoir ce type de service-là. Et en plus de ça, j'étais complètement inexpérimenté. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris une agence et j'avais rénové toute l'agence. J'avais mis tout l'argent dans ça. Du coup, j'avais plus d'argent pour faire du marketing, pour faire pour tous les autres aspects. Et en fait, j'ai un super lieu, mais je peux attirer personne. Donc, c'était pas forcément le meilleur choix, en tout cas en termes de répartition de capital. Après, il y a un énorme challenge, c'est quand on se lance, il y a des premières difficultés, c'est la relation avec les associés. C'est-à-dire que ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Mais au début, on distribue un capital. Il ne faut jamais faire 50-50. Il ne faut même jamais faire 51-49. Il ne faut jamais faire 33-33-33. Il faut toujours quelqu'un qui ait beaucoup plus de parts et dont on sait que c'est cette personne-là qui va porter la responsabilité. Parce que malheureusement, l'entreprise, c'est une question de décision. Et la décision, généralement, c'est une personne qui la prend in fine. Donc ça, je pense que c'est un challenge assez pratique qu'il faut savoir tacler. Après, il y a tous les challenges de quand on veut faire de l'innovation. Moi, c'était de l'innovation de service, c'est-à-dire proposer un service de voiture électrique. Nous, on est les premiers à avoir amené des Tesla à Paris en location. C'est pareil, c'est difficile à imposer. Ensuite, je suis parti aux États-Unis parce que j'avais l'impression que j'étais pas forcément écouté en France. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, c'était un écosystème complètement différent. C'est-à-dire que c'était en 2016, donc c'était 3 ans après avoir créé la boîte. Et en 2016, Macron n'était pas encore président, donc il n'y avait pas de Startup Nation, il n'y avait pas de Station F, il n'y avait pas tout ce que vous voyez sur LinkedIn. C'était vraiment beaucoup plus rustique que ça. Par contre, aux États-Unis, ils avaient déjà des géants d'Internet, de l'innovation, etc. etc. Donc,
Donc là-bas, j'ai découvert un écosystème beaucoup plus mature où j'avais des gens qui avaient mon âge, qui avaient déjà fait 3 boîtes qu'ils avaient revendues, qu'ils avaient déjà revendues. Donc là-bas, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, voilà, nous, on ne pense pas que le futur de la mobilité, c'est simplement l'électrique. On pense que c'est l'intelligence artificielle, que ça va éviter les accidents, les embouteillages, le parking, parce qu'un véhicule s'est garé 95% du temps. Et du coup, je me suis pris on va dire, de passion pour ça. Et quand je suis rentré en France, je me suis dit, j'ai envie non seulement de repartir d'une feuille blanche, mais aussi d'aller sur une innovation beaucoup plus technologique, parce que c'est plus facile de faire la différence quand on construit une tech que quand on veut se différencier avec un service. Un service, c'est vraiment le marketing. La tech, c'est vraiment une propriété intellectuelle qu'on va se constituer. Donc après vient tous les challenges de trouver le bon CTO, donc le bon directeur technique. Moi j'ai eu de la chance, j'ai rencontré le meilleur chercheur de France en robotique qui s'est associé avec moi. Et du coup ça fait quand même la différence. Et c'est vrai que les challenges là maintenant c'est comment on passe une entreprise à l'échelle, comment on passe de 0 à 20 salariés, de 20 à 30, de 30 à 50. Donc voilà, c'est tous ces challenges là que j'ai vécu et que je vis aujourd'hui et qui... en fait, ça va jamais terminer, quoi. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais ouais. Ça, c'était de la réponse. Hein. J'essaye d'être le plus complet possible. Je sais pas. Hein. Tu as été gâté. Merci à tous pour votre écoute. Merci d'avoir été présents. Et puis, on vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine interview. Restez connectés ou restez sur le stand.